Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, nous avons pour l'instant 20 personnes connectées. Bienvenue à ce webinaire dédié aux enjeux de la CSRD. Alors, la CSRD, en français, ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est un sujet qui va concerner toutes les entreprises avec beaucoup d'enjeux qui a pour but de fiabiliser l'information extra-financière, la rendre plus transparente et de l'harmoniser également. En fait, ça va beaucoup impacter toutes les entreprises, raison pour lesquelles on voulait attirer votre attention ce matin, vous entreprises et vous consultants, sur ce sujet important. Alors, on a fait appel à une experte que je présenterai juste après. Je vais juste vous dire avant un petit mot sur Quincy, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, donc nous sommes un spécialiste de la finance et de la comptabilité et nous mettons en relation des consultants expérimentés avec des entreprises dans le cadre de missions de renfort opérationnel ou de management de transition et toujours en finance. Voilà, moi je suis le dirigeant de Quincy. Je suis un financier et j'ai été associé et dirigeant de BDO France. Voilà, c'est là que j'ai rencontré Audrey. Et j'ai maintenant changé de vie pour lancer Quincy avec mon associé Nicolas, qui est également un ancien du métier. Donc, je vais donner la parole à Audrey qui va se présenter et on va pouvoir tout de suite rentrer dans le sujet parce qu'on essaie toujours de respecter le timing. Et juste après et avant de rentrer dans le sujet, je vous expliquerai un peu comment ça marche parce que compte tenu du nombre de participants, les micros sont coupés. Voilà, je t'en prie Audrey. Donc je suis effectivement associée BDO France. Je dirige l'offre audit et conseil ESG depuis plusieurs années maintenant et je suis également membre du comité durabilité de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui nous donne toute la visibilité et la maîtrise des sujets notamment liés aujourd'hui à la transposition de cette directive CSRD en France et aux impacts que ça va pouvoir avoir. Ah, on a une connexion. On a perdu Audrey. C'est les joies du direct. Attends, Audrey, ça a un tout petit peu coupé. Allô ? Oui, c'est bon. Ça a un Ouais. tout petit peu coupé. Et tu n'as pas dit que tu étais présidente du comité mission de BDO France. BDO France, qui est une société à mission. Voilà, j'allais le dire exactement. Merci Frédéric. Okay. Donc effectivement, BDO France a fait ce choix de devenir société à mission en novembre 2021, ce qui conduit à prendre des engagements forts d'accompagnement des entreprises. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de cette directive CSRD et des implications que ça va pouvoir avoir sur un grand nombre d'entreprises. Alors déjà, pour remettre un peu d'éléments de contexte et avant de parler de ces obligations réglementaires, l'idée, c'est de vous dresser un peu le panorama de cette pression qui s'intensifie auprès des entreprises, puisque finalement, au-delà de l'obligation réglementaire, qui effectivement, avec cette directive, va multiplier par 4 le nombre d'entreprises qui vont devoir effectivement publier ce rapport de durabilité, mais il y a des pressions qui viennent d'un peu de toutes parts. Et finalement, même si on se dit on va pas y aller parce qu'on n'a pas envie de se soumettre aux obligations réglementaires, bah finalement vous avez les collaborateurs qui mettent une pression pour rejoindre des entreprises qui mettent sociétale de l'entreprise au cœur de leur business. Vous avez aussi une pression des ONG qui regardent de plus en plus près effectivement les politiques durables des entreprises. Vous avez aussi la pression des consommateurs. Vous avez un chiffre là qui vous est donné. 80% des Français seraient prêts à boycotter une marque parce que le produit n'est pas responsable. Et puis, vous avez aussi une pression des investisseurs. Alors, investisseurs au sens large, on peut penser aux actionnaires, mais on peut aussi penser tout simplement aux banques. Aujourd'hui, quand vous voulez obtenir un financement, dans 90% des cas, je pense, pour pas dire 100% des cas, on va vous demander de montrer patte blanche sur vos politiques ESG. Donc, avec tout ça, finalement, par un bout ou par un autre, à un moment donné, on est tous concernés en tant qu'entreprise par cette mise en place d'une démarche RSE construite et avec des preuves finalement à l'appui à fournir à travers notamment ce rapport de durabilité.
Donc finalement, pour les entreprises, c'est aussi prendre en considération à la fois des risques physiques et des risques de transition, parce qu'on a longtemps séparé finalement l'ESG de la finance, et aujourd'hui, on voit une connectivité de plus en plus forte entre les deux, puisqu'à partir du moment où on va considérer, par exemple, qu'une entreprise est dans une zone inondable, par exemple, et qui, avec le réchauffement climatique, va être de plus en plus exposée, on va pouvoir s'interroger finalement sur la valeur de ces actifs présents dans cette usine. Donc tout ça, petit à petit, va prendre une place aussi de plus en plus importante dans vos états financiers. Et on va avoir une imbrication de plus en plus forte. Donc il est important finalement de commencer à se poser les questions, savoir dans quelle mesure ces risques physiques et ces risques de transition vont avoir un impact sur l'entreprise. Et c'est aussi ça l'objectif de cette directive CSRD, c'est de commencer à faire le lien entre le financier et l'extra-financier d'une entreprise à l'autre pour adresser ces sujets-là. Juste, Audrey, attends, je te coupe juste une seconde. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a un petit onglet questions tout en bas. Et donc, je les poserai au fur et à mesure à Audrey. Et vous pourrez avoir accès, parce qu'il y a une question de Joachim qui demande s'il pourrait récupérer les pages après la session. Les pages, pas forcément. Par contre, le replay du webinaire en totalité, oui, tout à fait. Je t'en prie, Audrey. Merci, Frédéric. Alors, avant de rentrer dans le dur de cette directive, déjà, qu'est-ce que ça implique et comment les entreprises vont finalement pouvoir se mettre en conformité et quelle va être la démarche à adopter pour pouvoir intégrer ces obligations réglementaires. Donc là, ce que prévoit la directive aujourd'hui, c'est finalement de repenser pour les entreprises leur modèle d'affaires sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Ça pourra impliquer, par exemple, des choix d'abandon d'une ligne de produits, par exemple, au regard des enjeux ESG qui pèsent sur l'entreprise. Donc déjà, quelles sont mes activités et comment je gère ces activités avec l'ensemble de mon écosystème. Quand on parle de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la partie amont, donc plutôt mes fournisseurs, et la partie aval, c'est-à-dire avec mes clients. Donc là, sur les clients, on va s'interroger sur la fin de vie des produits. Le lien là qui est à faire, c'est qu'aujourd'hui, dans les reportings DPEF qui existaient en France, on s'interrogeait uniquement qu'au cœur de l'entreprise. On s'interrogeait très peu sur ce qui se passait en amont et en aval. Aujourd'hui, on intègre ça dans la directive CSRD, donc on s'interroge sur l'ensemble de son écosystème. Et c'est un petit peu comme le bilan carbone. Le bilan carbone, aujourd'hui, il porte sur le scope 3. Donc on s'intéresse, par exemple, à la partie amont et aval de ces impacts environnementaux. Là, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc là, on repense le modèle d'affaires. Pour pouvoir intégrer l'ensemble des enjeux, on ne reste pas chez soi à se poser la question de savoir comment les impacts, notamment environnementaux ou le changement climatique, va impacter mon entreprise, mais on va aussi s'interroger et interagir avec ces parties prenantes pour savoir, pour ces parties prenantes, qu'est-ce qui est important au regard des activités de l'entreprise pour elles. Donc, comment les activités de l'entreprise vont impacter ces parties prenantes. Ce qui va conduire à une analyse de double matérialité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ah oui, parce que tout le monde parle de ça et c'est vrai que c'est pas simple à comprendre. Ouais, donc là, on prend le processus un peu de construction générale de ce reporting de durabilité, mais je reviendrai un peu plus en détail sur cette analyse de double matérialité. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que cette analyse va permettre d'identifier les sujets et les enjeux ESG, donc environnement social et de gouvernance, qui sont importants pour l'entreprise, mais aussi importants sur des activités de l'entreprise sur son écosystème. Donc ça, on va revenir là-dessus. Donc ça permet de filtrer un peu et de ne pas nécessairement adresser tous les sujets, parce qu'en fonction des secteurs d'activité d'une entreprise, les impacts de cette entreprise vont être différents. Ensuite, on va commencer à implémenter. Donc, comment on va venir finalement sécuriser ce reporting et le construire. Et donc là, on doit suivre une démarche assez progressive, c'est-à-dire que voilà, on sait quel est notre business model, et donc maintenant, il faut fixer une stratégie pour l'entreprise au regard des enjeux qui ont été identifiés. Donc là, il y a des enjeux de gouvernance et de politique. Puis, pour mettre en œuvre ces politiques, mettre en place des actions et se fixer des objectifs pour que ce soit moteur. Et derrière, obtenir des indicateurs. Et là, ce sujet d'indicateurs, dans la directive CSRD, et je reviendrai dessus tout à l'heure, on a 2 tiers d'informations qui sont qualitatives,
donc qui explique les politiques, les actions mises en place, la stratégie de l'entreprise. Et on a un tiers des informations à publier qui sont de nature quantitative. Et là, c'est important de sécuriser l'information quantitative qui va être publiée, puisque c'est ce qui va être regardé par l'ensemble des parties prenantes demain. Et c'est ce qui nous permettra d'aboutir finalement à l'élaboration de ce reporting qui fera l'objet d'une vérification par des auditeurs. Alors, je crois qu'il y a peut-être une petite question. Ah oui, tout de suite, on a une question sur est-ce qu'il y a des sanctions? Alors, effectivement, et je vais revenir, là, il y a la directive CSRD, qui est une directive européenne, a été transposée dans le droit français la semaine dernière. Et effectivement, il y a des sanctions, alors qui sont assez légères quand même, qui sont retenues pour les entreprises qui ne publieraient pas ce reporting de durabilité. Donc, il y a une amende et 2 ans d'emprisonnement qui sont prévus pour les dirigeants. Cette amende, je crois qu'elle est assez limitée. Je parle de mémoire, mais elle est autour des 4 000 €. Maintenant, j'ai envie de dire, la sanction, elle n'est pas tant... c'est pas tant la sanction pénale qu'il faut regarder, à mon avis. C'est plutôt les sanctions que moi, je qualifierais d'indirectes, mais pour avoir un impact beaucoup plus fort sur l'entreprise. C'est que si vous ne faites pas ça alors que vous êtes soumis à cette obligation, vous arriverez à toujours attirer autant de collaborateurs, etc. Donc là, on revient finalement sur cette pression qui s'intensifie sur les entreprises et qui va au-delà finalement de l'obligation réglementaire. Et question de Hugues en parallèle, 2 ans de prison ou 4 000 €? Moi, je crois que c'est les deux. Hein. Les deux, c'est les deux. C'est les deux. Je crois que c'est 3 750 € pour être précise. D'accord. Oui, mais il y a effectivement les sanctions liées à la notoriété, les sanctions qui peuvent être d'ordre social, etc. Exactement. Alors, c'est le moment où il faut s'accrocher. C'est le champ d'application de cette directive. Alors, en plus, j'ai mis à jour cette slide suite à cette transposition parce qu'en France, ça a permis de préciser les choses. Le code de commerce a beaucoup évolué du fait de cette transposition de la directive CSRD parce que ça a revu finalement beaucoup de modalités liées à la fois aux obligations de publication des entreprises, parce que les entreprises doivent publier dans les 6 mois qui suivent la clôture à la fois leurs comptes annuels, mais également leur rapport de gestion. Et ce rapport de durabilité est inclus dans le rapport de gestion des entreprises. Et donc, ça a fixé des seuils et voilà, ce champ d'application à cette directive CSRD. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Jusqu'à présent, je l'ai cité rapidement tout à l'heure, en France, les entreprises de plus de 500 salariés et qui avaient un total bilan supérieur à 100 000 € ou un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, étaient soumises à l'obligation d'avoir une DPEF, déclaration de performance extra-financière. Étaient les sociétés cotées qui avaient les mêmes obligations, sauf que leur seuil était inférieur. On avait 40 millions de chiffre d'affaires et 20 millions de total bilan. Donc ça, c'était, jusqu'à aujourd'hui, les obligations des entreprises en matière de publication de rapports RSE avec cette DPEF. À partir du 1er janvier 2024, vont être soumis à cette directive CSRD d'abord les entreprises, les grandes entreprises EIP cotées sur un marché réglementé, ainsi que les banques et les assurances qui étaient déjà soumises à l'obligation de publier une DPEF. Donc ça va être les premières entreprises soumises, donc elles étaient déjà un peu habituées à cet exercice. Elles faisaient une DPEF. Demain, ces entreprises cotées feront ce rapport de durabilité, donc sur les données 2024, avec une publication lors des publications en 2025. Pas d'obligation d'avoir des informations comparables par rapport à 2023. Ça, c'est une information parce qu'il y a déjà du boulot pour faire 2024, donc on n'aura pas besoin de rétro-pédaler pour 2023. Très bon point. Quelles sont les catégories d'entreprises ensuite qui vont être concernées? Donc, il y avait celles qui avaient déjà des obligations et ça se poursuit pour elles. Ensuite, il y a un abaissement des seuils. Donc déjà, ce sont toutes les grandes entreprises qui vont répondre à 2 des 3 critères suivants. Donc, 20 millions de total bilan, 40 millions de chiffre d'affaires et 250 salariés qui vont être soumises à cette obligation de publication. Donc, celles qui n'étaient pas encore soumises à la DPEF seront soumises à ce rapport de durabilité en 2026 sur les données 2025. Donc là, on parle bien des entreprises. 2 des 3 seuils, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du total bilan ou chiffre d'affaires et salariés.
on est bien sur 2 des 3 critères. Ensuite, quand une entreprise fait partie d'un groupe, lorsqu'elle fait partie d'un groupe européen, donc soumis à cette directive CSRD, là, les seuils s'entendent au niveau du groupe et au niveau des comptes consolidés. C'est-à-dire qu'une entreprise qui dépasserait les seuils, mais qui fait partie d'un ensemble consolidé plus grand, n'aura pas besoin de faire ce reporting, puisque c'est sa société mère qui devra faire le reporting. Et là, les seuils au niveau groupe s'entendent avant élimination des opérations intra-groupe à 24 millions de total bilan et 48 millions de chiffre d'affaires. Ensuite… Audrey, j'ai une question piège. Si la société mère est aux US et que finalement, en Europe, tu dépasses les seuils? Alors, c'est le premier petit astérix. Quand on est dans une filiale en Europe pour lesquelles le chiffre d'affaires du groupe dépasse 150 millions dans l'Union européenne et qu'on a au moins une filiale de l'Union européenne qui a un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions, ces filiales devront publier un rapport de durabilité. Mais ça arrivera plus tard puisque ça arrivera en 2028 sur les données de 2027. Waouh, ok. Voilà. Oui, donc il y a toute une petite gymnastique et on arrive encore à trouver des exceptions. Donc voilà, donc ça c'est progressif, c'est ce qu'il faut voir. Maintenant, l'idée c'était de ne pas avoir d'avoir une concurrence assez loyale, même pour les groupes internationaux. D'accord. Dernier petit point à prendre en considération pour continuer de complexifier la chose. La Commission européenne a validé un rehaussement des seuils pour l'établissement des comptes consolidés. Ça a été validé le 17 octobre 2023. Donc, on va avoir une hausse des seuils de 25%, qui n'a pas été encore transposée en France aujourd'hui, mais donc ça devrait arriver début 2024. Ce qui veut dire que les premiers seuils que je vous ai donnés, supérieurs à 20 millions de total bilan, 40 millions de chiffre d'affaires, on va passer à 25 millions de total bilan et 50 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une petite part d'entreprises qui devaient être concernées par cette directive CSRD et qui vont y échapper. Alors, moi, ce que je comprends aussi, malgré tout, c'est que si les grands groupes vont être soumis à cette obligation, en fait, toutes les plus petites entreprises qui travaillent en tant que sous-traitants pour elles vont peut-être devoir aussi implémenter indirectement tous ces sujets-là pour pouvoir être en conformité et pouvoir continuer à travailler avec ce grand groupe. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a un effet un peu de capillarité de cette directive. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises qui font moins de 250 salariés, pour faire très court, et qui sont effectivement fournisseurs du… Audrey, on a un problème de connexion. Comment ils gèrent leur impact carbone. On a eu un petit problème de connexion, quelques secondes. Mais c'est pas grave, j'en profite pour te poser 2 autres questions très rapidement. Si on clôture en mai ou en novembre pour l'application, c'est quand? Alors, en fait, la directive s'applique au 1er janvier 2024. Donc, à partir du moment où vous clôturez en mai 2024, vous êtes soumis aux obligations. D'accord, ok. Voilà. Ok, ça veut dire que oui, donc on devra mettre l'application de la loi dès le début d'exercice 2023, enfin en 2023 du coup. Okay. Alors non, pardon, excuse-moi. Non, c'est que ça va courir, le reporting va courir du 1er, alors donc c'est clôture mai 2024, donc ça va à partir du 1er juin 2024 jusqu'au 1er juin 2025, ce sera le premier exercice de reporting. Donc il y aura une publication courant 2025 du rapport de durabilité. D'accord. Et la transposition, question d'Éric, est-ce que donc cette directive, elle a été transposée en France? Je crois que c'est le premier pays à l'avoir transposée. Les autres pays vont suivre là dans les mois à venir. Oui, exactement. On a été les premiers et ça devrait effectivement suivre. Alors, en fait, ça met plus ou moins de temps parce que y a ces contraintes. En fait, il faut repartir des textes initiaux existants dans les pays pour réussir à raccrocher les wagons avec ces nouvelles obligations. Donc, ça demande quand même pas mal de travail. Et c'est vrai que nous, on était très moteurs sur ces sujets-là pour transposer assez vite. L'idée de transposer assez vite, c'était aussi de donner de la visibilité le plus tôt possible aux entreprises pour pas qu'elles se retrouvent avec des informations de publication à 3 mois de publier, quoi.
Voilà. Et il y a encore des zones d'incertitude sur un certain nombre de sujets. Tout est clair, on poursuit? On poursuit. Alors, je vous ai dit que je reviendrai sur le sujet. Je vais revenir effectivement sur les grands changements adressés par cette directive CSRD et notamment sur les grands principes. Je vous ai déjà parlé de la double matérialité. Donc la double matérialité, si je veux faire simple, on parle de matérialité d'impact et de matérialité financière. L'idée, c'est de savoir comment l'entreprise a un impact sur son écosystème en matière ESG et comment cet écosystème a un impact sur l'entreprise. Et donc là, on parle de matérialité financière, c'est-à-dire j'ai un changement climatique, comment j'intègre et j'adresse ces sujets de matérialité financière, comment ça va impacter finalement les finances de mon entreprise. Donc ça, c'est un nouveau principe qui a été incorporé dans cette directive CSRD, qui fait un peu la différence avec d'autres directives au niveau international qui sont en train de sortir. Ensuite, on a une extension du périmètre de reporting. Donc ça, je vous l'ai dit également, c'est-à-dire qu'on ne reste pas focus sur l'entreprise, mais on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et puis, il y a un troisième principe qui a été instauré dans cette directive CSRD, c'est la temporalité, c'est-à-dire que les entreprises vont devoir s'engager sur des cibles à court, moyen et long terme, par exemple de réduction de leur impact ou d'amélioration des conditions salariales proposées à l'ensemble de leurs salariés sur l'ensemble des filiales présentes dans le monde quand on est dans un groupe. Ensuite, 3 thématiques. Bon, ça, je pense que c'était à peu près clair pour tout le monde. C'est qu'on vient adresser des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et heureusement, on a une convergence des obligations réglementaires parce que beaucoup d'entreprises étaient déjà soumises notamment à la taxonomie verte. Donc, publier des informations sur la part de CAPEX, d'OPEX et de chiffre d'affaires dits verts, donc éligibles et alignés avec la taxonomie. Aujourd'hui, ces éléments de taxonomie sont directement incorporés dans les obligations de reporting de durabilité. Donc, ce n'est pas un truc en plus à faire, c'est intégré à l'intérieur du reporting. Alors, pour mettre en application cette directive, parce que si vous vous arrêtez à la lecture de la directive, finalement, vous n'allez pas vraiment savoir ce que vous devez mettre en place. L'IFRAG a développé des normes globales, moi j'appelle ça des normes opérationnelles d'application de cette directive et qui viennent décliner finalement les informations à publier en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Viendront un peu plus tard des normes sectorielles, donc du spécifique développé pour des secteurs garderont la possibilité d'avoir leurs propres normes et de publier des informations qui sont vraiment propres à leurs caractéristiques. Donc, moi, j'ai envie de dire déjà, si elles arrivent à se conformer à toutes les obligations, ce sera déjà pas mal. Audrey, une petite question. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est l'IFRAG ? Oui, l'IFRAG, c'est un groupe de travail européen qui travaille pour la Commission européenne au développement de normes. Et donc, c'est I, c'est un E. D'accord. Voilà. Ah oui. OK. Il y a un équivalent pour travailler sur les normes comptables, les normes IFRS. Et oui, ça, c'est l'IFRAG ou je ne me rappelle plus. La traduction d'IFRAG, c'est European Financial Reporting Advisory Group. D'accord. Donc, ils travaillent aux règles d'application pour les reportings. Alors, à la base, c'était financier et maintenant, ils intègrent la matière extra-financière. D'accord. Merci. Alors, je vous ai parlé de 12 normes. Alors, ces 12 normes, elles se déclinent en 4 catégories. Il y a des normes qui sont dites transverses. Ça fixe les principes généraux et les définitions de tout ce qui est attendu en termes de publication. Et puis, les informations générales, le SRS 2, qui vise à indiquer quelles sont les informations qui, quoi qu'il arrive, sont obligatoires. Donc, ça fixe la structure du reporting et ça fixe aussi un certain nombre d'indicateurs qui sont rendus obligatoires, quoi qu'il arrive. Par exemple, la composition des conseils d'administration, c'est une information obligatoire, quand bien même vous ne viendriez pas publier des informations sur la gouvernance. Ensuite, toutes les autres normes, donc environnementales, sociales et de gouvernance, sont soumises à l'analyse de double matérialité. C'est-à-dire qu'au regard de l'exercice de double matérialité que vous allez réaliser, si vous considérez par exemple que le sujet de la biodiversité
n'est pas matériel pour vous. Vous n'aurez pas à publier d'informations sur le sujet. Vous devrez juste expliquer pourquoi le résultat de votre analyse de double matérialité vous a conduit à conclure sur le fait que vous ne deviez pas publier d'informations sur le sujet. Donc c'est très important, et ça je reviendrai dessus à la fin de la présentation, de prendre la démarche de reporting de durabilité par le début, c'est-à-dire ne pas prendre peur sur la liste d'indicateurs à publier, mais de faire ce travail de « Ok, mon modèle d'affaires, ma chaîne de valeur, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour mes parties prenantes? Quels vont être les enjeux auxquels je suis le plus exposé, moi, en tant qu'entreprise, et quels sont les sujets sur lesquels, moi, en tant qu'entreprise, j'impacte le plus mon écosystème ?» Ça permet de filtrer les sujets sur lesquels vous allez publier. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est quand même important de commencer par ça, parce que si vous vous lancez à essayer de vous mettre en conformité sur les 1000 data points, donc les 1000 points de publication à publier, enfin, c'est foutu, et surtout, ça n'aura plus de sens. C'est-à-dire que vous n'aurez pas repris en main, finalement, votre stratégie ESG. Et puis l'objectif aussi de cette norme qui est d'harmoniser, de rendre l'information plus fiable et plus transparente. C'est vrai qu'il ne faut pas noyer le lecteur non plus dans un million d'informations. Et il faut être le plus pertinent et du coup essayer de réfléchir en seuil de signification. Oui, et puis un autre sujet sur lequel je reviendrai, c'est qu'effectivement, puisque ces informations-là sont de plus en plus regardées, on a intérêt à s'assurer que c'est solide, ce qu'on publie. Donc, ça veut dire qu'il y a du temps aussi à passer sur la sécurisation de l'information publiée. Donc, ça vaut le coup de se focaliser sur ce qui est le plus prédominant pour l'entreprise. Alors là, l'idée, c'est pas de vous décrire en détail tout ce tableau, et vous aurez accès donc au webinar, mais c'était plutôt de mettre en lumière le fait que, certes, il y a des obligations qui arrivent, elles sont quand même assez lourdes, il faut le dire, mais il y a une possibilité de période transitoire qui est proposée aux entreprises qui font moins de 750 salariés, ce qui permet de se mettre en conformité progressivement, l'objectif étant que les reportings des entreprises soient en version complète et aboutie à horizon 2028. Donc ça, vous verrez, là j'ai encore une petite slide où ça vous reprend les ESRS et les sujets sur lesquels vous ne serez pas en obligation de publier de l'information dès la première année de publication si vous faites partie de ces entreprises de moins de 750 salariés. Et encore une fois, soit vous êtes une entreprise seule, moins de 750 salariés, soit un groupe qui ferait moins de 750 salariés si vous devez publier au niveau groupe les informations de durabilité. D'accord. Bon, alors ça, c'est tout petit, mais c'est l'annexe F qui est présentée dans le champ de normes ESRS qui vous donne la structure de durabilité. Qui nous donne la structure, attends, ça a un tout petit peu coupé, c'est la structure de la structure du reporting, c'est le plan, c'est la trame de rapport. D'accord. Donc en gros, la première partie, c'est les informations générales, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour réaliser votre modèle d'affaires, pour définir le périmètre sur lequel vous allez publier l'information, ou encore pour réaliser la méthodologie de réalisation de votre analyse de double matérialité. Donc, c'est vraiment tout ce qui a été mis en place pour préparer le reporting de durabilité. Et ensuite, vous avez 3 parties, la partie environnementale, la partie sociale et la partie gouvernance, avec les informations que vous devez publier au regard de l'analyse de double matérialité qui aura été réalisée. Alors, tout à l'heure, on a une question sur les sanctions. Il y aurait pu y avoir une question sur est-ce que ces rapports de durabilité seront vérifiés, soumis à vérification. Comme aujourd'hui, le rapport annuel, donc les états financiers, font l'objet d'un audit. Eh bien, pour le rapport de durabilité, ce sera le même principe qui est retenu, avec une vérification par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant pour tous les pays de l'Union européenne et sous la supervision, alors là je parle pour la France, de la H2A, qui est l'ex-H3C, qui était l'autorité de contrôle des commissaires aux comptes. Ça veut dire que de la même manière qu'il y a une progressivité dans la mise en œuvre de cette
directives de la même manière pour les auditeurs. Le niveau d'assurance va évoluer dans le temps. J'ai pas bien entendu ta question, Frédéric. Non, je disais que pour les entreprises, il y avait une certaine progressivité des mesures transitoires pour la mise en application de cette directive. Et c'est un peu la même chose pour les auditeurs, où le niveau d'assurance Oui, est limité et va augmenter. exactement. Exactement. Et puis, c'est le temps de la montée en puissance de tout le monde sur ces sujets-là. Cette assurance limitée, elle va porter sur trois axes. Elle va porter sur la conformité du rapport de durabilité avec les ESRS. Elle va porter aussi sur la publication en matière de taxonomie verte, dont je vous ai parlé. Et elle va également porter sur le correct balisage de ce rapport de durabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés cotées devaient mettre en version, j'appelle ça électronique ou dématérialisée, leur rapport financier pour faciliter la comparabilité des rapports financiers. Ce sera la même chose sur le rapport de durabilité. Ok. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement cet accompagnement à la montée en puissance des entreprises. Moi, ce que je préconise quand même, c'est d'être assez exigeant dans la mise en place du rapport de durabilité pour bien sécuriser l'information, pour pas se retrouver en 2028, si on est effectivement en assurance raisonnable, à devoir tout rétro-pédaler pour bien sécuriser l'information et faire progressivement monter en puissance l'entreprise sur les sujets qui sont les plus importants pour elle, plutôt que de chercher à tout publier absolument la première année. Mais en tout cas, avoir une information qui soit vraiment fiable. Alors, on a une question de la part d'Olivier. Je n'ai pas bien compris. Bonjour, quelle est la raison derrière l'obligation pour certains dirigeants de verser cette somme de 4 000 €? Quelles sont les actions concrètes qui seront mises en place en conséquence? En fait, les actions mises en place, en fait, c'est les 4 000 €, c'est pas verser 4 000 €, c'est payer une amende. Il y a aussi cette contrainte de pouvoir avoir ce risque d'être emprisonné pendant 2 ans. Donc voilà, c'est une responsabilité pénale, mais c'est la même chose que pour l'établissement des états financiers, finalement. Il y a une obligation de publier des états financiers. Donc voilà. On continue, est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, on continue. Non, c'est bon. Alors finalement, les recommandations pour la mise en place de cette démarche, j'ai beaucoup insisté sur l'actualisation du modèle d'affaires. Certaines entreprises ont besoin aussi de mesurer finalement la marche à franchir pour se mettre en conformité. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de se faire un pré-diagnostic en prenant finalement les ESRS, donc les obligations de publication, et en les comparant à ce qui est déjà disponible. Alors, ce qui est déjà disponible, soit à travers la déclaration de performance extra-financière, quand les entreprises la publient déjà, soit au travers d'une démarche RSE qui aurait déjà été mise en place au sein de l'entreprise. Donc, ça permet de faire un peu l'inventaire, finalement, de ce qui est existant, de ce qui est existant mais qui doit être approfondi, de ce qui n'existe pas et qui doit être développé, et de commencer finalement à prioriser les sujets sur lesquels vous allez devoir travailler pour vous mettre en conformité. Ensuite, je reviens dessus. Donc, c'est cette actualisation donc, du modèle d'affaires qui va vous permettre donc d'appréhender finalement les sujets auxquels vous êtes les plus exposés au regard des parties prenantes qui sont présentes sur ce modèle d'affaires, parce que c'est ça l'objectif aussi du modèle d'affaires, c'est d'être en mesure de bien identifier toutes les parties prenantes avec lesquelles l'entreprise interagit pour pouvoir mettre en place ce dialogue avec les parties prenantes et identifier les sujets, les impacts, risques et opportunités sur lesquels vous allez devoir reporter demain. L'idée de ce dialogue avec les parties prenantes, aujourd'hui, les ESRS ne le rendent pas obligatoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de faire passer des questionnaires, de réaliser des entretiens pour identifier ces sujets ESG auxquels vous êtes les plus exposés. C'est fortement recommandé parce que si vous le faites effectivement juste dans votre coin, vous avez ce risque, en quelque sorte, de passer à côté d'un sujet qui serait important pour vos parties prenantes et que vous n'auriez pas pris en compte. Alors, ensuite, il faut...
Ouais. Juste faudrait partie prenante, donc c'est tout l'écosystème de l'entreprise, donc c'est les fournisseurs, les clients, les salariés, l'administration fiscale, Les investisseurs, les investisseurs. actionnaires, les associations, voilà, tous les organismes, les entreprises, les personnes physiques avec lesquelles l'entreprise interagit dans le cadre de ses activités. C'est vaste. Ok. C'est très vaste. Après, ce qui est important de voir, c'est que effectivement, le champ des parties prenantes est très vaste, mais après, il y a un exercice de priorisation, c'est-à-dire que vous allez avoir des parties prenantes qui vont avoir une contribution ou un impact sur l'entreprise qui est beaucoup plus fort que d'autres. Typiquement, hein, à partir du moment où vous êtes dans une entreprise de plus de 250 salariés, il y a fort à parier que effectivement les salariés font partie des parties prenantes les plus importantes. Au même titre que vous êtes dans une industrie qui a besoin de se fournir uniquement en nitrate. Moi, j'ai le cas d'une entreprise. Bon, bah forcément, les fournisseurs en nitrate font partie des parties prenantes à interroger en premier. De même, quand vous êtes quasi monoclient, où vous faites 80% de votre chiffre d'affaires avec 3 clients, c'est important d'aller solliciter ces clients-là pour savoir aussi quelles sont leurs propres attentes en matière ESG. Ensuite, une fois qu'on a effectivement identifié ces enjeux et ces sujets sur lesquels il va falloir se mettre en action, la mise en action, elle passe par la fixation de politiques, la fixation d'indicateurs pour suivre l'efficacité de ces politiques, et puis aussi la fixation de ces objectifs. C'est-à-dire que l'objectif de cette directive CSRD, c'est dans la rétrospective de ce qui s'est passé, mais aussi de se projeter vers ce qui va se passer demain. Alors, on a une question d'Alain qui dit « Bonjour, si toute mon infrastructure est sur le cloud, notamment il cite AWS, comment le prendre en compte ?» Parce que oui, ça devient une partie prenante importante de l'entreprise, donc il faut appeler Amazon. Oui, c'est ça. Bon courage. En tout cas, faut pouvoir avoir des échanges. Mais alors après, vous avez d'autres façons d'intégrer ces enjeux-là. Il y a pas mal d'analyses benchmark qui sont faites. Il y a des analyses sectorielles aussi qui sont rendues disponibles, qui vous permettent d'intégrer ces sujets-là. Et ce qui peut être intéressant quand on se retrouve avec des structures qui sont effectivement très importantes, c'est qu'elles sont elles-mêmes soumises à des obligations. Donc, vous avez quand même accès à de l'information en la matière. Ah oui, information publiée, voire certifiée. Exactement. Bon, et puis ensuite, une fois qu'on a fixé tout ça, il faut se mettre en conformité et élaborer cette feuille de route. Alors, il y a la feuille de route, je dirais ESG pure, c'est-à-dire comment je déploie mes actions, je les suis, etc. Mais il y a aussi cet intérêt de se donner une feuille de route pour être en capacité de fournir ce rapport de durabilité. Donc, comment je fixe mes priorités, quels sont les coûts que je dois effectivement engager pour me mettre en conformité, parce que il n'est pas impossible aussi que les entreprises expliquent que oui, elles vont le faire, mais peut-être que dans 2 ans, parce que mettre en place un bilan carbone, ça va leur prendre 2 ans, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais dans cette directive CSRD, on parlait de transition tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le comply or explain, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en capacité de donner l'information dans ce rapport de durabilité, vous devez expliquer pourquoi vous n'avez pas été en mesure de fournir cette information et quelles sont les mesures que vous mettez en place pour pouvoir vous mettre en conformité dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. D'accord. Il y a aussi cette possibilité-là, c'est-à-dire que ce n'est pas sanctionné de ne pas fournir une information, en tout cas pas pour l'instant. Et alors, du coup, ça va impliquer énormément de monde dans l'entreprise, la direction générale, la direction financière, la direction RSE, s'il en existe une, peut-être les ressources humaines pour les aspects sociaux. Enfin, c'est vraiment un projet groupe et un projet d'entreprise en tant que tel. Oui, exactement. Et c'est là où d'ailleurs il faut... Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on avait effectivement une direction RSE qui d'ailleurs parfois gérait un peu seule la DPEF.
Aujourd'hui, au vu des enjeux et des attendus en matière notamment de publication, c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit apprendre à travailler main dans la main parce que tout est lié. C'est là où ça crée la complexité quand même de l'exercice. Et c'est ce qui me conduit, je pense, à mes facteurs clés de succès et peut-être aux recommandations que je peux donner aux entreprises. C'est qu'il ne faut pas se limiter à un projet de mise en conformité pure. Je pense qu'il faut en profiter aussi pour repenser un peu l'organisation de l'entreprise s'il y en a besoin. Hein. C'est pas dit qu'il faille tout transformer non plus dans toutes les entreprises, mais en faire quand même une opportunité d'embarquer les directions, l'ensemble des filiales, l'ensemble des collaborateurs. Et c'est là où, pour nous, c'est plus un sujet de direction générale ou de COMEX qu'un sujet de direction RSE dans son coin qui doit fournir finalement ce reporting. Parce que sinon, ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. Nous, c'est la démarche qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on est sollicité par une direction RSE, on leur demande de rencontrer la direction générale. Parce que si le sujet n'est pas pris au plus haut, il y a de grandes chances en fait qu'on se plante, même nous en tant que consultants dans l'accompagnement, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un maillon de la chaîne qui va pas être actionné et on va pas être en mesure finalement d'aller au bout. Autre sujet, c'est qu'on peut gérer ce rapport de durabilité dans notre coin la première année. Je pense que à la limite on peut écrire des choses, on peut essayer de collecter l'information, etc. La réalité, c'est que si vous faites ça, l'année d'après, vous recommencez à zéro. Donc, il y a quand même plutôt intérêt à mettre en place des processus, à embarquer un maximum de personnes pour pas que ce soit l'affaire d'une personne ou d'une direction, mais bien l'affaire de tous en termes de contribution. Ensuite, éviter l'effet Big Bang, c'est plutôt de se dire, il y a quand même une transition qui est possible. Donc, l'idée n'est pas de faire imploser un système ou une organisation, mais de s'appuyer sur l'existant, de voir ce qu'il y a à consolider et de prioriser. Les entreprises qui font pas de bilan carbone, faites-le. J'ai envie de dire, c'est peut-être la première action à mettre en place au-delà de toute cette appropriation de la réglementation à venir. Donc, ce que j'ai mis, s'appuyer sur l'existant, bien intégrer les enjeux de qualité et de gouvernance de la donnée. En vous faisant auditer, on reviendra à la source de l'information. Donc, si vous n'êtes pas en capacité de documenter à partir de quoi vous vous êtes basé pour remplir une information publiée, derrière, vous allez avoir un travail archéologique à réaliser avec vos auditeurs, ça ne va pas être très agréable. Et puis, il y a un besoin aussi d'anticiper tout ce qui est besoin d'outils de reporting. Alors, il y a moi j'ai plusieurs cas, c'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui ont déjà choisi l'outil et qui ne se sont pas encore penchées sur le rapport de durabilité parce qu'il y avait un stress sur la publication d'indicateurs. N'allez pas trop vite sur les choix des outils. Aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs se sont embringués dans le développement d'applications pour encore assez peu de maturité. Alors, il y en a qui sont plus avancés que d'autres malgré tout, mais c'est pas encore hyper stabilisé. Et la preuve en est, c'est que les textes définitifs ont été publiés en juillet dernier, c'est transposé la semaine dernière, donc c'est normal. Donc, c'est plutôt avoir une bonne vision sur sa feuille de route pour bien établir le cahier des charges pour faire le choix d'un outil. Voilà ce que je pouvais vous partager. Non, oui, je crois que on se rend pas compte finalement, enfin, on s'en rend compte maintenant de l'ampleur en fait de la tâche et de tout ce qu'il y a à faire, surtout si on est un grand groupe avec plein de filiales partout, etc. Donc ça va vraiment être pas simple à mettre en œuvre. Alors c'est de nouvelles obligations qui pèsent sur les entreprises, qui va nécessiter du temps, de l'argent. Donc c'est dommage pour la compétitivité, mais en même temps l'objectif est louable. Donc on sait bien que les entreprises soient transparentes et s'orientent vers une préservation de la planète, parce qu'il y a un petit peu ça derrière aussi, et par rapport au climat.
Donc, mais effectivement, ouais, c'est vraiment un sujet compliqué de ne pas prendre à la légère. Et puis, s'outiller, ce sera important. Effectivement, tu as raison, Audrey, c'est peut-être un peu trop tôt pour l'instant. Mais... Et donc, c'est clairement un sujet, moi, je pense, qui va être porté par les directions financières, même si la direction générale sera là. Mais le second sponsor, ça va être la direction financière dans la plupart des cas. Je Oui, pense parce qu'il y a une... reporting et réglementation. Et donc... Elles ont l'habitude, en fait, des reportings, effectivement. Donc, elles sont souvent embarquées, là, dans ces projets de rapport de durabilité. Alors, certaines sont ravies, d'autres un peu moins, parce que c'est du travail en plus. Et puis, il y a quand même un sujet de stabilisation des normes, c'est-à-dire que les ESRS, telles qu'elles sont publiées, vont continuer quand même d'évoluer. Alors, peut-être plutôt à la marge, mais ça va quand même continuer d'évoluer. Je pense qu'on est dans un schéma assez comparable à celui des IFRS. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même un peu plus de 10 ans pour réussir à bien stabiliser la compréhension, l'appropriation de ces normes IFRS. Là, on est un peu dans le même cas. C'est qu'il y a une montée en puissance progressive et des évolutions qui vont arriver. Alors, est-ce qu'il y a des changements qui ont été apportés au plan comptable? Je vois une des questions. Oui. Alors, aujourd'hui, non, pas à proprement parler. Maintenant, on a quand même, dans les IFRS, dans les textes français, etc., une obligation pour les entreprises d'appréhender les enjeux, notamment environnementaux et sociaux, dans la gestion de l'entreprise. Et aussi dans l'évaluation des provisions, par exemple. Donc, il n'y a pas de texte à proprement parler. Pour autant, on va de plus en plus d'états financiers et ces publications de rapports de durabilité. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes fortement exposé, que vous allez perdre un marché, que vous allez avoir des risques je parlais d'une usine tout à l'heure qui est dans une zone, par exemple, inondable, est-ce qu'il n'y a pas des provisions demain à passer? La question se pose. Et en fait, petit à petit, on va avoir de plus en plus la question, puisque les entreprises vont communiquer de plus en plus sur ces sujets-là. Il faudra toujours garder une certaine cohérence entre ce qu'on a dans les comptes et ce qu'on a dans ces publications. Donc non, le plan comptable n'a pas évolué pour le moment. Ça pourrait évoluer. Là, ce qui pourrait évoluer, c'est qu'une comptabilité finalement nouvelle et extra-financière pour mesurer, justement, évaluer l'impact de ces actions en matière d'émissions de CO2. Et d'autres sujets. On a une question de Mathieu. Existe-t-il, à votre connaissance, des logiciels métiers pour les commissaires aux comptes permettant de préparer ces travaux et établir ces rapports? Alors là, je vais faire un petit rappel. Les commissaires aux comptes ne vont pas pouvoir... Alors, quand vous dites les travaux, donc ce n'est pas les travaux de reporting, c'est les rapports de vérification, parce que les commissaires aux comptes ne pourront pas faire les rapports de durabilité. Ça, je pense qu'on est tous très clairs. Vérifier. En même temps. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui se passe au niveau des commissaires aux comptes. Aujourd'hui, les commissaires aux comptes vont devoir se former et vont avoir des obligations de formation très lourdes, très structurantes. Et quand bien même des gens comme moi qui sommes commissaires aux comptes et impliqués sur ces sujets-là, même moi, je vais avoir l'obligation de suivre ces formations. Donc, on va être formés. Les méthodologies de vérification sont en train d'être mises en place. Aujourd'hui, elle s'appuie sur des référentiels plutôt internationaux. L'ISAE 3000, on a l'ISA 5000 qui est en train d'être mise en place, qui est encore en version projet aujourd'hui, qui est accessible. On a aussi un avis technique du H3C, donc l'autorité de contrôle des commissaires aux comptes, qui a été publié en juillet dernier, qui donne, alors je vais dire plutôt les grandes lignes de ce qui est attendu en matière de diligence à réaliser par les commissaires aux comptes. Par contre, la méthodologie, à proprement parler, encore une fois, elle est en train de s'affiner aujourd'hui. Et donc, des outils, aujourd'hui, il n'y en a pas sur le marché. Voilà. Ok. Ça ne saurait tarder, mais... Bon, je crois qu'on a fait le tour, on n'a plus de questions. Il est un peu plus tôt que prévu, mais c'est très bien, comme ça, tout le monde va pouvoir retourner à ses activités. Merci beaucoup, Audrey, pour cette présentation. Merci à toi, Frédéric. Ça nous a permis d'y voir un peu plus clair. Je pense qu'on pourra revenir sur le sujet dans quelques mois quand les choses auront aussi évolué, parce que ça vient d'être transposé. Voilà, c'est un peu neuf pour tout le monde. Et puis, excellente journée à tous. Et vous aurez accès, vous allez recevoir
dans quelques minutes le replay de l'événement pour ceux qui étaient inscrits. Et puis si d'autres ne l'ont pas vu et qu'ils souhaitent le revoir, ils peuvent s'y inscrire et consulter le replay également. Bonne journée. Merci. Bonne journée.